Bonjour à tous, il est pile 12h30, vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Dans un instant, on va commencer un boucantage avec des gens qu'on ne voit pas assez souvent à la télévision. Je vais parler de Nadège Montaud, bonjour. Bonjour Monsieur Zandrounis. Elle est en direct avec nous. Monsieur Georges Combé, bonjour. Philosophe à la retraite, penseur. Éric Oriolan, bonjour. Bonjour Dani. Sentinelle aussi de la Guadeloupe. Et combat ouvrier. Sidji Estras. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va boucanter sur la situation actuelle. Après, on aura Barbara Montpierre qui viendra pour sa chronique. Mais avant, le rappel des titres avec le lancement du premier sujet avec Iman News. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la conférence qui s'est déroulée hier sur les organisations politiques à Rimina-Souta suite aux élections européennes et à la demande de dissolution, donc des réactions avec des organisations politiques qui se sont réunies. On va revenir sur le sujet. On parlera aussi de la distinction de Fred Négrite, donc, qui est le premier Guadeloupéen à recevoir le Padma Sri, Padma Sri, une récompense civile de l'Inde, donc attribuée par la région et le gouvernement indien. On parlera aussi des toques indiennes où 5 Guadeloupéens sont récompensés. Il s'agira aussi de parler des finalistes du concours BioBost, qui est un concours entrepreneurial au féminin, donc des auditions qui ont été réalisées. On parlera ensuite des Olympiades des écoles de Petit-Bourg, donc Olympiade qui démarre tout juste. Et il s'agira aussi de parler de la signature de la convention entre l'ADOM et l'Union maritime portuaire de France. Voilà pour les titres et on va développer donc le premier sujet qui est la conférence qui s'est déroulée hier donc au centre Rimina-Souta en marge des élections européennes. Donc 8 organisations politiques, autonomistes et indépendantistes se sont réunies pour et signer un compromis historique. On voit un reportage de Nico Hachi. Nous avons décidé de nous réunir aujourd'hui devant l'urgence que représente le congrès qui va y avoir lieu dans 2 jours. On s'est rendu compte que ce congrès ne répondait pas du tout aux aspirations politiques que nous avons et surtout ça ne répondait pas à l'ensemble des travaux que nous avons faits dans la commission ad hoc et que finalement on s'était servi de nous comme une sorte de caution pour travailler dans la commission ad hoc et finalement proposer un projet où c'est finalement le rassemblement des 2 assemblées et puis les conclusions du SIOM qu'on venait faire adopter aux Guadeloupéens au cours de ce congrès. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que l'urgence exige autre chose aujourd'hui. Hier soir, nous avons vu ce qui s'est passé, la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Ça nous dit que l'urgence est aujourd'hui que le peuple guadeloupéen soit en capacité de prendre son destin en main. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu n'est pas de juste réunir 2 assemblées. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est beaucoup plus profond que ça. On voit l'actualité qui se passe. Hier, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. On voit ce qui se passe en Kanaki. On voit bien ce que ça peut donner quand on ne maîtrise pas son destin, quand on ne peut pas s'organiser. Donc pour nous, c'est important vraiment qu'après 20 ans de tergiversation, on passe à autre chose et que les politiques soient en capacité de discuter avec la population sur notre devenir, sur ce qu'on veut, sur comment on veut s'organiser et sur quelles sont les compétences qu'on se sent en capacité de gérer. Les 9 organisations discutent, échangent et vont travailler. Dès maintenant, on va commencer, on va poursuivre les travaux, même pendant les vacances, pour proposer véritablement un projet pour Guadeloupéens. Statu quo, c'est ce qu'on ne veut pas. Sinon, on n'aurait pas existé. On aurait été rentré dans le jeu politique traditionnel, c'est-à-dire on aurait été aux élections municipales, législatives, bon voilà. Donc ce statu quo-là, il ne nous convient pas parce que c'est un modèle qui a été adopté depuis 1946, qui a eu un apport favorable en ce qui concerne par exemple, la santé. Le fait aussi qu'on ait pu récupérer les conquêtes sociales, la sécurité sociale, la retraite, ça c'est le côté positif de la départementalisation, mais ça ne suffit pas. Il faut autre chose et pour faire autre chose, il faut construire ensemble un modèle guadeloupéen. C'est véritable un modèle guadeloupéen. Un modèle guadeloupéen, ce n'est pas ce qu'on propose ni l'OSBAR ni Chalus. Bien, tout de suite, avant d'écouter un micro-trottoir, je vais vous demander à chacun votre réaction suite à cette réunion
de 9 organisations, une dizaine d'organisations, plus 2 personnalités politiques. Je veux parler de M. Richard Samuel, ancien préfet, et aussi du maire du Lamentin, président de l'association des maires. Alors, réaction, qui veut commencer? Nadège, oui. Je veux bien, oui. Donc, pour notre part, le mouvement que je représente, les Insoumis de Guadeloupe, je n'ai pas noté une invitation. Enfin, je ne sais pas si mes autres camarades, puisque parfois on fonctionne de manière autonome, ont reçu cette invitation, mais c'est vrai que ce sont des organisations avec lesquelles nous avons eu l'occasion de travailler, notamment le CIPA à l'occasion des élections européennes de 2019, le PPDG, donc, qui est normalement un partenaire local, le PSG également, Mediketa, avec lequel on a eu l'occasion de mettre en place des partenariats aussi au niveau local, notamment au niveau des élections législatives de 2022. En fait, c'est vrai que notre mouvement est considéré comme étant rattaché à un mouvement national. Après, moi, je connais l'état d'esprit en quelque part des organisations qui sont à l'origine de l'initiative. Mais pour notre part, on a des contributions aussi à apporter au débat lancé par les organisations autonomistes indépendantistes. Oui. D'autant que nous, au niveau des Outre-mer, je ne sais pas si vous avez noté, on essaie justement de plus en plus de prendre une forme d'autonomie vis-à-vis du parti national, parce qu'on pousse notre référent des Outre-mer qui est venu ici récemment, Younous Omarji, à justement coordonner une sorte de mouvement, on va dire, une cohésion des territoires d'outre-mer, d'une manière générale, parce qu'il faut, il faut s'organiser au niveau de nos territoires. Voilà, Eric. Oui, c'est une excellente initiative que les partis patriotiques, autonomistes ou indépendantistes se rencontrent et se concernent. Mais Jean-Jacob Bicep a dit quelque chose de très important. L'actualité en France, qu'elle ne nous pas, nous avons dans ce système-là, ça pour l'instant. Je crains fort que si ce qui s'annonce se produit comme ça s'annonce, si le RN vient majoritaire en France, l'autonomie et tout ça, nous peut fourrer à Dantiwa, à moins d'aller passer par les armes et à la confrontation. Oui. Mais il faut bien savoir que ce qui se passe aujourd'hui en France, ça n'est pas du tout une préoccupation des gens qui votent, parce que majoritairement, c'est eux qui prennent décision en bas là, et ça n'est pas la préoccupation de la France profonde, et encore moins du RN, de l'émancipation des territoires. Ça veut dire que ces réunions-là, c'est bien, mais il faut gérer l'urgence, savoir comment on affronte ce danger qui nous menace. Je ne trouve même pas que c'est un danger spécialement pour la France. Je m'occupe de moins en moins de la politique nationale française, mais comme les décisions sont prises là-bas, que les forces armées sont envoyées par la France, et toutes ces vidas ça qu'a fait comme ça, là, ça y a qu'à prévoir, c'est qu'Amissier Bardé Lavigne, Premier ministre, mais je crois que ce sont des rassemblements qui seront bienvenus parce qu'elles ont été faites avant, mais qui paient pour grand-chose face à nouveau politique là, la France qui a préparé Anila, sauf affrontement. Et c'est là et par les armes, ça qui est fini. Comment vous n'étiez pas à la réunion d'hier, justement, pas invité, oublié, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'y était pas, c'est sûr, mais on a déjà donné notre point de vue sur le congrès. En fait, moi, quand nous avons le monde qui a élu, qui a tergiversé depuis temps là, il faut 18 congrès pour tomber d'accord sur une assemblée unique, alors que ça paraît logique et de bon sens qu'une seule assemblée suffirait ici. Il y a une CTM en Martinique, il y a une CTG en Guyane. Bon, à part contre si c'est la révolution qui a été faite, cette nouvelle assemblée. Bon, ça, nous a dit à Combat ouvrier, c'est que dans tout ça, faut que les travailleurs constituent une force politique. Parce que demain, qui c'est l'autonomie qui a été nous, qui c'est une assemblée unique, qui c'est une indépendance, eh bien, il faut que les travailleurs fassent tant de voix dans tout ça. Parce que qui politique qui a mené, c'est une politique contre les travailleurs, contre les plus pauvres, contre ça qui a fait de job là. Et il a parlé justement du CIOM, Comité interministériel pour les Outre-mer, c'est rien qui attaque
qu'il y a dans ça. C'est supprimer l'octroi de mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collectivités, les communes vont toucher moins d'argent, donc ça veut dire vont peut-être moins s'embaucher. Les 40%, la prime de 40% de vie chère que les fonctionnaires touchent sera remise en cause, etc. Donc, c'est pour ça que nous, en Combat ouvrier, on dit que dans ce cadre-là, peu importe la forme que ça prendra, il faut que les travailleurs se constituent en une force politique qui se fasse craindre. Alors, Georges Combé, vous êtes directeur des études guadeloupéennes, un ouvrage, un magazine, non, même pas un magazine, c'est un public, une revue qui a déjà dit beaucoup de choses importantes sur la Guadeloupe depuis quelques années. On attend la suite peut-être probablement en chemin. Avec une nouvelle génération. Avec une nouvelle génération. Pour l'année prochaine. Comment vous interprétez ce qui s'est passé hier? Et on va parler de tout à l'heure de ce qui se passe en France, puisque les choses ont encore bougé. C'est un pas positif très important, il faut le souligner. Parce que on voyait, et tout le monde s'en rendait compte, qu'il y avait des forces politiques, autonomistes, indépendantistes, progressistes, dispersées. Et le moment que nous vivons, ce n'est pas une bonne chose de voir ça. Donc, le fait qu'il y ait déjà eu cette réunion, cet accord, quelque chose de concret, signé, c'est un premier pas qu'il faut souligner et qu'il faut apprécier. Mais à un double titre. D'une part, par rapport à la situation politique de la Guadeloupe et de ce fameux congrès de demain, d'accord, qui, comme l'a indiqué un intervenant au cours de cette réunion, ne répond pas du tout à la situation actuelle. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut solder la départementalisation, assimilation. Il faut passer à un autre moment historique. Et ça demande de la part de responsables à tous les niveaux, élus ou pas, du courage, de la volonté et de la détermination. Ce qu'on ne voit pas, c'est ceux qui vont organiser ce congrès demain. Oui, parce que ça se vend pas en supermarché. Bon, alors... Ça, c'est une première chose. Et je termine. Une deuxième chose. Oui. Une deuxième chose très importante. Oui. Que nous ne l'oublions pas, nous sommes plus ou moins dépendants d'une manière ou d'une autre de la situation politique de la France. Oui. Et nous savons dans quelle direction ça va. Avec un dernier coup de théâtre qui date de quelques heures, c'est le ralliement de Ciotti au Rassemblement national. Donc, en fonction de ça, les forces politiques progressistes et anticolonialistes en Guadeloupe ne peuvent pas être dispersées. Il faut une unité. Il faut une unité, mais cette unité-là, des organisations, des états-majors ne suffit pas. Il faut que ça se traduise concrètement sur le terrain et au niveau de la mobilisation populaire. C'est pour ça que je dis que c'est un premier pas. Oui. Mais nous ne pouvons pas être désorganisés dans un contexte politique, en particulier en France, qui est marqué par l'incertitude et par un certain nombre de menaces que nous connaissons tous. Donc il est nécessaire que les forces politiques vives de la Guadeloupe soient organisées. Donc il faut aller plus loin que ce qui s'est passé hier. On va y revenir. On revient vers un micro-trottoir, une caméra trottoir qui a été faite hier suite à la dissolution de l'Assemblée nationale française. On va voir un peu ce que ça a donné au niveau de notre peuple. Je ne suis ni pour ni contre. S'il le fait, c'est qu'il a les doigts. Donc je suis obligé de m'incliner aux doigts qu'il a. Comprenez ? Je ne peux pas... c'est pas le simple mortel comme moi qui peut juger un président. Oui, je suis pour qu'il est dissous. Mais je pense qu'il a fait les choses à demi. Il aurait dû aussi présenter sa démission. D'accord? Parce que depuis qu'il est en place, plus rien ne va. D'accord? Tout le monde touche. D'accord? Tous ceux qui travaillent ne touchent pas. Par contre, tous ceux qui ne font rien touchent. Je suis pour. Malheureusement, il est très malin, le président. C'est pas pour rien qu'il a dissous l'Assemblée nationale. C'est pour espérer, lorsqu'ils vont voter, voir toutes les partis adverses vont sûrement faire bloc pour contrer le Front national.
En fin de compte, c'est ce qu'il espère en fin de compte. Donc après, je ne vais pas vous mentir, à partir du moment qu'il a été mis en place, c'est la merde. Je ne peux pas dire, dire qu'il a raison ou il n'a pas raison. S'il le fait, c'est qu'il a raison. C'est qu'il a le droit de le faire. Je ne peux rien dire. Voilà, alors tout à l'heure, M. Combé l'a dit, on a entendu que le LR s'est rapproché, même pas rapproché, vous voyez, en train de se fondre avec le Rassemblement national en France. Pour l'instant, ici, on n'est pas concerné directement parce que le LR ici a pris de l'air, mais quand même, ce qui se passe en France nous concerne toujours. Alors comment vous voyez un petit peu la situation française au regard de la Guadeloupe, vu de la Guadeloupe, je dis. Vu de la Guadeloupe, moi j'ai envie de dire à qui profite le crime, puisque on sait que depuis l'élection du président Macron, on a vu toutes les lois scélérates, disons-le très clairement, qui ont été votées au niveau de l'Assemblée à coup de 49-3. C'est vrai que son pays est devenu ingouvernable. N'est-ce pas, par rapport à la situation dans laquelle il se trouvait dès le départ. Enfin, il y avait quand même, il était quand même un peu en difficulté par rapport à la configuration de l'Assemblée, donc il n'avait pas une franche majorité. Et c'est vrai que au départ, on espérait, je crois qu'il y avait eu des démarches qui allaient dans le sens d'une, je ne sais pas si c'était pas une dissolution, mais on avait quand même espéré qu'il y ait une remise en question de sa position de chef d'État. Et c'est vrai que là, il faut quand même reconnaître qu'on ne s'y attendait pas. C'est vrai qu'on a vu, si on regarde des résultats des élections européennes, mais il me semble qu'en 2019, c'était quasiment la même situation. En 2019, on a eu le Rassemblement national qui était sorti en tête aussi lors des élections européennes de 2019. Et cette décision n'a pas été prise. Donc aujourd'hui, on a envie de se demander quel est le but de la manigance, enfin de la manœuvre en quelque part. Et en plus, sachant qu'il faut, pour retourner aux élections, parce qu'il faudra reconstituer l'Assemblée, pour retourner aux élections, il faut que les conditions soient réunies. Donc il a tout de suite reconvoqué les élections législatives. Donc il faut que tout le monde se prépare. Il faut se remobiliser les troupes. En sachant en plus que le Rassemblement national est, en tout cas en ce moment, en quelque part, un vent favorable vis-à-vis, au niveau du peuple français, voire même au niveau de nos territoires, ce qui pourrait interpeller. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être débattre encore plus sur la configuration du Rassemblement national au niveau de nos territoires, au moment même où justement les partis, les groupes patriotes et autonomistes se rassemblent. Et j'ai même cru comprendre qu'ils avaient appelé à voter blanc, voter nul, en tout cas boycotter les élections européennes. On voit le résultat aujourd'hui. Oui. Donc il faut aussi que là, on se pose des questions à notre niveau, parce que dire faire barrage, qu'on doit faire barrage au Rassemblement national, c'est bien, quand ça c'est après coup, j'ai envie de dire, mais en amont, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Parce que nous, on fait le job. Nous, au niveau des insoumis, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe au niveau national, même si on peut ne pas être d'accord avec certaines orientations de notre propre parti politique, mais nous, on le fait concrètement. Donc on va aux élections, on est vraiment face au Rassemblement national, on est présent. Tandis que parfois on se demande comment nos compatriotes analysent la situation politique, dans la mesure où les décisions qui sont prises ne sont pas forcément adaptées à la situation que nous vivons. Puisque pour faire barrage au Rassemblement national, sachant... on a vu quand même venir la chose, avec le fonctionnement au niveau local, les ralliements qu'on a vu se faire sous nos yeux. Et qu'est-ce qu'on a proposé comme réponse? Voter blanc. Ben non, fallait justement mobiliser les gens pour qu'ils choisissent parmi les partis qui peuvent proposer une vraie alternative à la montée du Rassemblement national au niveau de nos territoires. Aux législatives qui vient du 30 juin? Mais justement, c'est ce que je disais. Il faut pouvoir se préparer. Oui. Parce que les législatives, ça nécessite un minimum d'organisation. Il faut faire les déclarations là, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Il faut pouvoir préparer le budget, puisque ça coûte. Oui, moi, j'étais aux élections en 2022. Oui. Mais voilà, on est en 2024. Donc, il faut pouvoir. Ça demande quand même un investissement et des sacrifices, de gros sacrifices.
Éric Coriolan, Sentinelle Guadeloupe, en France, on parle maintenant depuis 2 jours de fonds populaires. Alors nous, Guadeloupe, nous pas une histoire de fonds populaires, mais est-ce qu'il faut un fonds en Guadeloupe, des organisations, toutes couleurs confondues, pour trouver une solution? Oui, et en même temps, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que les conditions sont réunies? Jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau national français, le Front National et l'extrême droite a été instrumentalisé et a servi d'épouvantail pour justifier l'alternance. Oui. C'est-à-dire, depuis qu'il y a besoin la droite remplacer la gauche, attention, le Front National arrive. Depuis Mitterrand. Oui, depuis Mitterrand. Et je pense qu'aujourd'hui, la grosse bascule, peut-être que l'affaire Ciotti n'était pas prévue au scénario, mais la grosse bascule, c'est que je crois que les dirigeants français sont prêts aujourd'hui, non pas à utiliser le RN comme épouvantail, mais à l'expérimenter au pouvoir. Oui. C'est la stratégie de Macron, c'est clair. Voilà, donc je crois qu'ils sont prêts aujourd'hui à l'utiliser jusqu'à lui confier le pouvoir au Matignon. Donc c'est pour ça que je dis, il faut que nous, ici en Guadeloupe, compte tenu de l'histoire en nous, c'est vrai, le Guadeloupéen qui a voté pour RN, par ras-le-bol, en Catane, par toute espèce de... De plus en plus par adhésion. Oui, ça commence à devenir de l'adhésion, mais c'est la faute quelque part aussi, il faut le dire, à l'ensemble de la classe politique qui, depuis des années, a déçu. Et même jusqu'à aujourd'hui, je regarde sur certains plateaux des députés, des politiques actuels qui sont quand même assez lolo vis-à-vis de la montée du Front National. Ils n'ont pas fait campagne, d'ailleurs. Ils n'ont pas fait campagne, ça c'est une chose, mais... des gens avec lesquels j'échange régulièrement, mais je vois que Max Mathiasin est quand même doux avec Rodi Tolassi. Je vous trouve que Serva est mollo aussi avec Rodi Tolassi. Alors, il y a ce côté de ne pas victimiser parce que c'est un jeune Guadeloupéen. Donc, il y a cette chose-là que certaines personnes peuvent entendre, mais ils sont jeunes Guadeloupéens, ils étaient peut-être dans notre parti. Ils choisissent un parti. Enfin, personnellement, moi, j'ai pris des positions empâtées aux élections européennes, en milité conscienté aux élections européennes contre la montée du RN, parce que c'est ma conviction profonde. Mais je constate que cela arrive. J'entends des Guadeloupéens qui disent, et j'entends leurs arguments, qu'ils vont... il y aura un coup de RN parce qu'ils sont déçus de tout ça, il y aura depuis l'année. Et résultat, c'est quoi, Jodla? Mais pour ne pas amener campagne, parce qu'ils savent, c'est eux qui sont responsables à ça. Donc je dis qu'aujourd'hui, la législative arrive, ça va être difficile d'endiguer cette montée-là, mais il faut qu'on ait conscience des Guadeloupéens, 90% Guadeloupéens là, qui pas déplacés là, même si il y a fait à contre-cœur, il faut lever pour nous essayer de sauver les meubles, parce que ça n'est pas une idéologie qui doit s'installer chez nous. Tout dépend. Si nous parions à une blanc, nous parions à une français et totalement intégré dans la France, il n'y a aucun problème. C'est l'idéologie du Front National. Vous êtes français et si, de préférence, si vous êtes blanc, ça m'arrange. C'est ça l'idéologie du Front National. Donc, il y a des gens, même Guadeloupéens d'origine africaine, qui ont pensé comme ça. Donc, ça, nous pouvons valider. Par contre, si on pense qu'un jour, je ne dis pas demain ou après-demain, ce pays-là, d'accord, que nous a légué nos ancêtres, il doit appartenir à nos enfants et qu'on doit en faire quelque chose qui n'est pas la France, eh bien, il faut nous nier en conscience pour nous dire attention, c'est mon qui a œuvré comme ça là, il faut nous essayer d'endiguer. Il faut nous tendre monde qui a voté, il faut nous tendre préoccupation à ces monde-là, mais il faut nous comprendre que pour les Le Pen, pour l'extrême droite française en général, c'est pas seulement les Le Pen, hein, qui les Philippot, qui les Zemmour, et même les moyennes droites qui partent à l'extrême, un gars que les gens écoutent, qui s'exprime très bien, Céline, tous ces gens-là qui sont souverainistes français, ils sont souverainistes français. La souveraineté antillaise, guadeloupéenne, outre-mer, pas de problème à eux. Donc il faut qu'on sache, nous, comment nous positionner et savoir que ce ne sont pas des gens qui vont discuter avec nous. C'est-à-dire, dès lors qu'on a des idées, il y aura qu'à crier, Macron crier, c'est pas raciste, il n'y a qu'à fouer Macron à danser. Hein. La Macronie criait tout le monde qui était autonomiste ou qui a lutté pour une espèce de reconnaissance à territoire. Il y a qu'à traiter de terroristes. Donc, il faut bien savoir ce qu'on veut faire de ce pays-là après. Je dis, et c'est les Guadeloupéens qui vont décider. Si nous décidons qu'elles sont morceaux à France qu'il a,
alors, certains, j'entends aussi, il y a ça, il faut nous dire, les bitins. On le monde qui a dit qu'il y a plein avec l'immigration haïtienne, que ça dominicain, qui a empêché de vivre ici, il y a une espèce de rejet là, ça. Et on a expliqué, on a discuté avec eux, ils savent très bien que souvent les peines arrivent au pouvoir, peut-être qu'il fait haïtien parti, mais qui est remplacé par des métropolitains. Ça, Jacques a fait avant lui-même. Oui. Donc c'est très compliqué. Il faut donc, pour revenir à la question, je pense qu'il faudrait un sursaut, il faudrait un front uni, effectivement, ne pas diaboliser les Guadeloupéens. Il ne faut pas mépriser les Guadeloupéens qui ont voté en ce sens-là, ça, parce qu'il faut comprendre pourquoi il y aura failli. Mais il faut nous faire pédagogie, c'est ça qu'on a fait. Et ce n'est pas facile parce qu'en caprant toute la semaine, parce que là, les gens en ont tellement marre qu'ils ne veulent rien entendre. Ils ont décidé qu'il y a un chalvirer tabla et voilà. Mais il faut qu'on continue d'expliquer l'histoire de ce parti-là, d'expliquer l'histoire de la Guadeloupe, de faire les gens regarder ce qui se passe en Kanaki, de faire la pédagogie de ce que nous sommes, de ce que sont nos territoires, pour savoir que tout ne se vaut pas politiquement, tout ne se vaut pas au niveau démocratie. Et ça, c'est un travail pour faire, quoi. C'est dit combat ouvrier, j'imagine, combat le racisme, la xénophobie et le RN en Guadeloupe. Et pas qu'en Guadeloupe, c'est-à-dire que c'est des idées nauséabondes. C'est des idées nauséabondes partout où on se trouve. Et en particulier, le RN pas ni l'occasion d'être au pouvoir, mais là, ça m'a qu'on qu'a fait là, qu'a préparé le RN pour le pouvoir. Et pas depuis dimanche. Toute politique à Macron depuis 2017 qu'a préparé ça. Alors Macron veut faire quoi que c'est le rempart contre l'extrême droite, sauf que toutes les attaques scélérates et la politique anti-ouvrière, anti-pauvre qu'il mène depuis toutes ces années poussent justement les autres qui sont sur le plateau, l'on dit, les travailleurs les plus pauvres, la population, vers l'extrême droite en se disant, eux, on les a pas encore essayés. Ouais. Mais là où les élus RN sont, ils montrent leur vrai visage. Parce qu'ils sont à la tête de certaines mairies, ils ont des élus à l'Assemblée nationale. Et quand ils ont l'occasion, ils votent. Là, par exemple, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC il y a quelques années. Ils ont voté contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, qui touche les super riches, les ultra riches. Donc ça montre dans quel camp ils sont. Ils sont dans le camp des gros en réalité. Et quand on regarde ceux qui étaient sur la liste du Rassemblement national, c'est des gros, des notables, des politiciens professionnels, pas des petits malheureux, pas des travailleurs. Mais, et c'est ça qu'il faut dire, c'est ça, il faut être clair sur qui sont ces gens-là, et c'est une fois qu'ils seront au pouvoir, là, il y a fait ça, il y a fait. Là, justement, nous avons parlé de l'avenir. Mais la bourgeoisie française et la bourgeoisie mondiale en train de préparer la guerre, là, c'est vers une guerre qu'on va, une guerre généralisée, même une troisième guerre mondiale. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est gros en concurrence. La planète pas extensible, elle est en concurrence pour contrôler des territoires, pour piller richesse tout partout. Et la Russie et la Chine qui jamais dans ça. Ouais. Donc ça veut dire que demain, si on dit bon, faut voir la guerre, qu'est-ce nous fait? Donc faut en être conscient, et c'est pour ça que de toute façon, combat ouvrier, nous toujours qu'à défendre l'idée que ce système-là, capitaliste-là, ça faut nous renverser. C'est ça nous dit aux élections européennes. Et c'est ça nous qu'a dit aux élections législatives, parce qu'on se présente dans 3 circonscriptions en Guadeloupe. Oui. Donc je serai tête de liste dans la 3e circonscription, donc qui va de Pointe-Noire en passant par DS, Sainte-Rose, Lamentin, Bémao, Petit-Beau, Goyave. Jean-Marie Noméantin sera dans la 4e circonscription, le Sud-Basse-Terre, et Daniel Ziacoq sera dans la 1re circonscription. Donc c'est la continuité de notre campagne pour faire entendre le camp des travailleurs et dire que cette société ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Alors avant de prendre la pause, quand même un mot de Georges Combé sur le vote guadeloupéen. C'est 30% pour le RNC. Adhésion ou bien toujours vote de contestation, comme on disait il y a 2 ans? Alors, moi, j'aime bien faire attention aussi aux nuances. Bon, déjà, il faut remarquer qu'il y a 87% d'abstention. Oui. D'accord. Pas de 90, hein, si oui. on... Dans ce vote, d'accord. Et dans ce vote RN,
Bon, il y a des Guadeloupéens qui se laissent abuser, qui cherchent une solution par là, qui croient, c'est un peu comme un nouveau produit, on a essayé là, voici ça ne peut pas marcher par là. Et puis aussi, certainement, il ne faut pas se voiler la face là-dessus, il y a aussi des gens de l'extérieur qui vivent ici, des résidents qui certainement trouvent leur compte en votant pour le Rassemblement national, Front National. Donc ça, c'est une réalité. Mais je ferai court parce que je pense que l'essentiel a été dit. Mais ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est justement l'amplification de travail d'explication. Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles le vote de Front National, le vote Front National trouve un écho ici. C'est la situation déplorable de notre pays, c'est l'aggravation de la crise dans tous les secteurs. Et puis aussi, ce sont des réalités qui ne trouvent pas de solution, des situations de violence. Alors les gens se disent, il faut un pouvoir fort, il faut quelqu'un qui incarne, mettez l'ordre. Ouais. Et puis aussi, ça existe dans des populations qui sont fragilisées. C'est la recherche du bouc émissaire. Le bouc émissaire, ce sont les Haïtiens, ce sont les Dominicains. Les Haïtiens qui empêchent un Guadeloupéen ou vont remettre la pointe de la rive pour la rhinosière. Donc, et ça, quand des gens n'ont pas, mais ils se reportent vers d'autres qui sont, selon eux, plus faibles qu'eux. Voilà. Voilà, alors on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la fin du débat. Il va nous rester à peu près une vingtaine de minutes. Donc, messieurs et mesdames, il faut être précis à l'essentiel tout à l'heure après la pause. C'est parti. – 13h07, je rappelle que nous sommes dans un boucantage avec Sizi Esdras de Combat Ouvrier, Georges Combé des études guadeloupéennes, Éric Coriolan, Sentinelle Guadeloupe et Nadège Montout qui est avec nous. Et un rappel des titres qui mène très rapidement. Oui, au niveau de l'actualité, on a évoqué la conférence de hier, donc des organisations politiques à Rimini-Asuta. On parlera tout à l'heure de la distinction donc, de Fred Négride, premier Guadeloupéen à recevoir le Padmasri, ainsi que des togs françaises où 5 Guadeloupéens ont été récompensés. Il sera aussi question de l'audition des finalistes du concours Boss, donc un entrepreneuriat au féminin. On évoquera après le top départ concernant les Olympiades des écoles de Petit-Bourg et la signature de la convention entre l'ADOM et l'Union maritime et portuaire de France. Alors, je vais vous poser une question bien précise au regard de ce qui va se passer demain. Madame Panchard, Monsieur Olivier Nicolas, mais aussi, je crois, le maire du Lamentin, ont décidé de ne pas participer au congrès de demain. Je voulais savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce qu'il faut être fait ou pas fait? Parce que lorsqu'on dit entre fait et pas fait, parce que quand ils dissout de l'Assemblée nationale française avant hier, ils comprennent qu'ils dissout aussi le congrès. Donc, est-ce qu'il fallait-il ou pas maintenir son congrès demain et qu'il va déboucher sur quoi? En 2 mots. Alors, pour ma part, je ne vais pas répondre à la question par oui ou non. Hein. Bon, après, c'est le président du conseil départemental qui convoque le congrès, qui met en place tout un processus, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai que l'actualité, on connaît, hein, tout le monde a entendu, ce sont des politiques, tout le monde a entendu l'actualité politique au niveau national et qui impacte forcément le local, parce que là on va voter pour les législatives, donc on va recomposer l'Assemblée nationale. Donc, c'est de la politique. Donc, ça concerne forcément toute la classe politique, y compris ceux qui sont convoqués pour discuter dans le cadre du Congrès. J'ai entendu le débat concernant les parlementaires qui seraient plus légitimes dans la mesure où... Ils seront de simples citoyens. Voilà, bon, légitime ou pas, il n'empêche que peut-être qu'il y en aura d'autres, de nouveaux, parlementaires à l'issue des élections législatives. Donc, qui auront. Après, qu'ils fassent un congrès aujourd'hui ou demain, je ne sais pas si ça changera grand-chose, puisqu'on a déjà fait pas mal de congrès. Nous-mêmes, on a déjà fait des contributions. Non, mais là, c'était le dernier. C'était le congrès décisif et conclusif. Hein. Alors, cette fois-ci. Pour tout vous dire, M. Zandronis, congrès ou pas, je ne sais pas si ça change quelque chose réellement
réellement à la vie des Guadeloupéens, parce que, enfin, des Guadeloupéens, voire même de la vision de la politique qui est proposée à la population guadeloupéenne. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de congrès. Qu'on maintienne la date ou pas, personnellement, pour nous, ça ne change rien. Mais non, il faut un chiffre, il y a bon, alors, il y a d'autres réunions. Non, mais dès lors que le président du conseil régional a décommandé d'Ibadan. Non, on va signaler quand même que tennis l'a fini. Hein. Aussi. Mais bon, pour être sérieux, c'est un congrès des élus. C'est-à-dire les deux assemblées carrément en congrès. Dès lors qu'il y a une parmi eux qui a mis pédale, qui a mis pied à terre, bon, faut annuler ça. Et l'actualité politique, effectivement, impose de revoir les considérations qui pourraient être prises dans son congrès. À moins que l'Osbar qui a mené résolution à congrès à babarder là. Comme il va amener campagne contre pour le RN, peut-être disposé à mener résolution à congrès là pour barder là, pour tout là si. Donc en voit qui Jean-Yves a accueilli à un moment là ça. Non, il faut qu'on arrête et c'est ça qui détourne beaucoup les gens de la politique. Donc je suppose que c'est un calendrier, il y a des experts qui ont été déjà payés, il y a des frais qui sont déjà engagés, donc il va arrêter à rien encore. Ni l'argent qui a dépensé pour le SIOM, ni l'argent qui a dépensé pour petit four, gâteau et chaud aussi pour le congrès, donc on ne peut pas arrêter à rien. Et c'est ça qui détourne les gens, c'est ça qui détourne les gens de la politique. Les gens ont vraiment l'impression qu'on se moque d'eux, que les gens sont dans l'ubris, c'est-à-dire qu'ils ont impuni, ils ont fait ça, ils ont voulu, quel que soit, ça il peut faire, et si malheureux là, eh bien, il a couru, il a sauté, il a monté, il a descendu, il a regardé comme ça, ou vas-y moi, à répéter, peut-être qu'ils disent son obsession, mais on menace comme ça, qu'à pesant nous sociétalement, Guy Losbar va amener campagne, Harry Chalus va amener campagne, pas monde va amener campagne ici, ne serait-ce que pour faire pédagogie à peuple là, expliquer parce que c'est des élus majeurs. Zoka dit plus fort en pays là, Zoka fait toutes mes, Zoka tient toutes mes lors ces élections pour faire voter bazot pour dire que une puissance politique, une assise électorale. Et ils n'ont pas ni force pour se lever à expliquer pédagogique. Moins de 30% quand même. Oui, non, mais avait dit, mais fait mon aille voter, et fait la mobilisation, bah ça, moins tout vont bitin, voyons un candidat, font bitin pour mobiliser le peuple là par rapport à danger là, donc ça n'a pas en danger bayo. Et bien Guadeloupe qui continue montrer yo débuter comme ça. C'est pour ça que moi on dit on va essayer d'être candidat dans la 3e circonscription parce que moi pas accepter ça. On pas accepter ça, on penser qu'il faut affronter non pas les Guadeloupéens qui a fait choix là ça, mais idée là il faut affronter parce que c'est pas la réelle en nous, c'est pas culture en nous, c'est pas génétique en nous et là on va dire ça. On va dire pour tout Guadeloupéen parce qu'entendre dit en vrai des cas circulés sur les réseaux que bon le vote était très leucodème. On dit les choses très clairement qu'il y a un lot expatrié qui a voté Front National, mais en cas dit ça, tout le monde en danger souvent s'arriver parce que l'équilibre sociétal là il est menacé. Nous la Guadeloupe qui arrivé petit qui est à tienne une espèce de société d'harmonie depuis l'année le monde ne veut pas ça continuer mais il faut savoir bien que le RN et les partis d'extrême droite en général pour la confrontation pas pour l'harmonie sociétale et dans un pays comme ça ne peut pas garder ça qu'a fait sans nous agir. Donc pour revenir dans les congrès là, on pense qu'elles sont inutilités, ça peut être reporté, qu'elles sont mépris vis-à-vis des Guadeloupéens de maintien en congrès demain. C'est dit. On peut passer par quatre chemins. Si vous mal payé le 12 juin ou que mal payé le 13 juin, si vous chômez le 12 juin ou que chômez le 13 juin. Donc qui congrès fait, qui congrès pas fait, de toute façon, à part ça qui a changé grand-chose. Donc bon, ça nous a dit effectivement, c'est qu'elle nous a crié tous les travailleurs, tous les malheureux, tout ça qui révoltait et qui a souffert à venir joindre nous avons fait une rencontré vendredi le 14 juin devant place la mairie La Pointe à 18h. Voilà, donc venez beaucoup avec nous. Et nous avons quand même à remercier les plus de 2000 électeurs, 2135 qui votaient nous en Guadeloupe, 1001 en Martinique. Ça a fait que nous 5e en Guadeloupe. Si c'était en Guadeloupe seulement, c'était qu'à jouer, nous étions des députés. Voilà, donc non, c'est important, nous avons crié. Société là, ça a mené nous et à la barbarie, doigt dans le mur. Donc c'est à présent pour nous calbander et pour nous renverser et construire une société beaucoup plus juste que ça. Georges, comment il fallait-il ou pas maintenir le congrès demain? Moi, ça qui est bon, moi, c'est que ces communiqués-là que l'OSBA ou le conseil départemental fait,
pour justifier le maintien à Congrès. Là. On sort des coups de menton, des coups de gauche. Pour dire, bon, nous sommes Guadeloupéens, nous ne sommes pas dépendants de ça qui a passé en France. Hein. Donc, nous ne pouvons pas ça tellement comique. En tout cas, ça tellement comique, non. C'est une occasion que vous avez fait des coups de gauche, des coups de menton, des bouts de vent vigier, qui viennent dire que vous avez bouilli de l'eau, pas entendu. C'est mais c'est quand ils font un coup de gauche pour un congrès qui n'a rien dedans. Quel objectif à congrès là? En les documents là, moi arrêté. C'est son énumération. C'est pas argumentaire rien. Il n'y a pas qu'à faire politique. Il n'y a pas qu'à faire politique. Il n'y a pas ça qu'à faire politique. Il y a dit 153 propositions. Mais pourquoi pas 155, 200 demander qui c'est ci, qui c'est là? Mais non, ça n'a pas rien. Donc qui fait, qui pas fait, ça ne va pas changer rien. Tout simplement. Alors, l'autre question qui a été posée hier lors de la conférence des organisations politiques, c'est qu'on dit, nous voyons ça là, que c'est une organisation autonomiste et indépendantiste qui t'est semblé, et même des gens qui ne sont pas ni l'un ni l'autre. Est-ce que la Guadeloupe là paraît à sauter le pas, c'est-à-dire le peuple guadeloupéen, parce que, attention, ni 13% à peu près de Guadeloupéens qui participent au vote. Donc ça veut dire ni près de 90% de Guadeloupéens qui participent au vote depuis régulièrement. Même au régional, c'est ni 30% seulement. Est-ce que ça veut dire que tout ça, quoi qu'il en France, la majorité silencieuse paraît à un autre côté, à un autre larel, qui l'autonomie ou l'indépendance, qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est une question. Qu'est-ce qu'on pense de ça? On ne pas dire, bah, bon, pour solution, mais qu'est-ce qu'on pense de ça? Nadège. Nous, on est pour la consultation populaire des citoyens. Nécessaire. Donc si on veut savoir ce que le peuple pense, il faut l'interroger, mais il faut trouver les bons formats, enfin le bon format pour faire participer. Non. Il y a des communes. Les communes, la commune, c'est la première maison du citoyen. Oui. Donc pourquoi ne pas organiser avec les collectivités locales, donc les plus proches du citoyen, des débats, puisque ça se faisait à une époque. Oui. Donc des débats donc dans les il n'y a pas de débat collectivités, donc dans les communes, pourquoi pas, ça se fait pour d'autres raisons. Donc organiser des débats avec les citoyens de chaque commune pour collecter leurs doléances. Et puis après, concernant la question, c'était à savoir qu'est-ce que voudrait autonomie, indépendance. Enfin, voilà, je pense qu'il faut vraiment interroger le citoyen, donc le citoyen lambda, et d'autre part, faire de la pédagogie sur ce que nous sommes. Je pense qu'il faut commencer par là. Il y a malheureusement, on a beaucoup de nos jeunes qui sont scolarisés ou qui font des études qui ne connaissent pas leur histoire. Donc, commencer par faire de la pédagogie sur l'histoire, d'où nous venons, revoir tout ce qui avait été enseigné à une certaine époque, qu'on connaît. Donc, faire de la pédagogie et ensuite interroger les gens quand ils sont déjà, quand ils ont intégré tous les éléments pour qu'on sache ce qu'ils veulent avec tout ce qu'ils ont comme, tout ce qu'ils ont comme acquis. Éric, sur les choix, autonomie, PTOM, etc. Non, mais sur les choix, je pense que... alors, tu vas parler des 90% d'abstention. Ouais. Je pense que beaucoup de gens se réfugient par manque de projet. Et donc, il y a des gens qui sont effectivement dubitatifs et qui n'ont pas choisi véritablement que ce soit l'indépendance ou l'autonomie, parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre. Il n'y a pas qu'à comprendre. Rien ne leur est proposé. Et quand je dis ça, je ne jette pas la faute sur les autres, parce que je peux me considérer comme étant un acteur politique. Moi non plus, il n'y a pas à faire. C'est-à-dire que bon, il faut vraiment expliquer les enjeux, faire de la pédagogie en permanence, pas juste attendre les élections pour aller interroger les gens, et pour que les gens se sentent concernés sur un avenir, sur un projet. Quels sont les enjeux de l'indépendance? Quels sont les enjeux de l'autonomie? Dans quelles conditions qu'il faut créer aujourd'hui pour qu'on puisse accéder à l'indépendance? Je ne vais pas te cacher, je discute moi avec certaines personnes. Il y a un chef d'entreprise de Jarry qui m'a dit je vais te dire, si on a un port en eau profonde, on peut aller à l'indépendance, par exemple. C'est un avis. Mais nous, en tant que Guadeloupéens, il faut nous ciser en l'air, dire quelles sont les étapes qu'il faut franchir aujourd'hui, quels sont les outils qu'il faut mettre en place pour aller vers tel statut ou tel statut de la Guadeloupe, toujours dans l'intérêt de la population. On ne peut pas venir dire peuple là, mi c'est ça, eh bien 90% peuple là, comme il ne parle ni pour l'un ni pour l'autre, et qu'après que la France cabaye gaz, il reste à Kazaï. Ça n'est pas une solution non plus, parce que moi je pense que ce genre cette façon de se réfugier dans l'abstention, ça peut produire des colères ingérables.
parce que une abstention comme ça dans la société telle qu'on l'a présentée, hein, la démocratie telle qu'on nous l'a présentée. Alors c'est une abstention sans quand même grande campagne. Hein. Oui. Autrefois, les indépendantistes ont fait campagne, mais il n'y a pas ni campagne. Oui, il y a tout ça aussi qui joue. Une abstention spontanée, là. Hein. Oui, et là, ça qui est compliqué parce que là, il y a 3 semaines là, pour les législatives. Donc il faut vraiment un choc, il faut faire un buzz, il faut faire un désordre. Oui. Je ne sais pas s'ils vont prévoir d'assouplir les règles pour que plus de gens soient candidats, j'en sais rien. Oui. Macron a décidé à faire ça. Donc ça sera très compliqué, mais il faut pour revenir à l'autonomie et l'indépendance, il faut de la pédagogie. Il faut expliquer aux gens quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on nous a proposé. Et là, c'est un vide sidéral. On voit certains partis patriotes, certains partis autonomistes indépendantistes, de temps en temps, qui a produit des écrits, qui a fait des bitins. Mais il faut véritablement un projet de société. Dire, là, bon, mis ça, nous avons tel secteur, tel secteur. Moi, par exemple, a toujours considéré que nous étions dans les transferts de compétences. Moi, je crois qu'il y a un point essentiel qu'on devrait se battre pas à pas pour récupérer, c'est l'éducation, une partie de l'éducation nationale, ne pas laisser ça totalement dans le régalien, parce que c'est là qu'on forme les sociétés, c'est là qu'on forme les citoyens de demain, pour introduire dans les manuels d'éducation, introduire dans le programme d'éducation cette pédagogie utile, nécessaire, indispensable à notre jeunesse pour qu'elle puisse se déterminer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, regarder l'Amérique, regarder la télé, nous pas qu'à mettre ça qui est en nous, à dans gens nous qu'a formé yo, et son bitin qui a négocié. Est-ce qu'il y a dans toute statut à yo, est-ce qu'il y a dans tout congrès à yo prévoit les domaines d'intervention, où là, eh bien, la Guadeloupe de peut-être mettez grain de sel à y. Non, personne ne l'a prévu. Et donc, ça fera toujours une abstention et un rejet de toute forme d'évolution. Comment vous voyez globalement, en tant qu'organisation révolutionnaire communiste, et pour l'indépendance ou pour l'autonomie? Parce qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas prononcé là-dessus. C'est vrai. Danick, chaque fois tu poses cette question-là. Mais chaque fois on peut poser. Alors, on peut commencer par répondre en bitin. Oui. Il n'y a pas une seule Guadeloupe. Oui. Il y a plusieurs Guadeloupes. Il y a 2 Guadeloupes, au moins. Il y a la Guadeloupe de ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent le matin, qui ont un salaire, qui sont mal payés, dont le salaire est bloqué, qui galèrent, qui sont chômeurs, qui vivent des minima sociaux, etc., qui sont des petits artisans, des petits commerçants, les malheureux. Et il y a la Guadeloupe des riches, des super riches, des ultra riches, qui n'ont pas de problème, qui contrôlent l'économie, hein, qui sont bien, qui s'enrichissent, qui augmentent les prix, qui contrôlent les prix, hein, qui ont des monopoles. Oui. Et donc, il y a 2 Guadeloupes. Donc, si vous demandez la Guadeloupe des riches et des puissants, qui diront bitin, si vous demandez les autres qui répondront d'autres bitins. En tout cas, ça nous a dit, c'est que nous là pour faire entendre quand aller piti à ça qui a galéré, aller travailler. Et pour dire que si on ne s'attaque pas aux intérêts des riches, des puissants, des gros soutenus par l'État, eh ben, on n'obtiendra rien du tout. Parce que c'est là l'argent là. C'est grâce à nous que l'argent là, ça, à Paul là, ça. Puisque c'est en poche en nous qu'il prend l'argent là pour enrichir et pour y faire la guerre tout partout. Et pour donc c'est encore répété que nous construisons une force politique des exploités, hein, des petits, des malheureux, parce que c'est nous qui faisons tourner la société, c'est à nous de la diriger. On élit, mais bien sûr, la révolution, nous c'est des révolutionnaires. Hein, on élit des gens, on les contrôle pas. Où va l'argent des subventions? Qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Il y a un gars, hein, qui s'appelle, qui est PDG de Stellantis. Stellantis, c'est Peugeot, l'automobile, Citroën, etc. Le gars touche 100 000 € par jour. Ouais. Pendant Nissa a serré la ceinture à mot fin. Non, on est dans une société absurde, complètement absurde. Voilà. Alors, Georges, hier, on a vu des organisations autonomistes et indépendantistes. Et les gens se posaient la question, est-ce que les indépendantistes sont devenus autonomistes ou l'inverse? Est-ce que les autonomistes sont devenus indépendantistes? Je crois qu'il faut avoir une appréciation du moment historique dans lequel on est. Et ça, on ne peut pas faire de la politique si on n'a pas cette appréciation de la façon dont les choses se déroulent et évoluent. Bon, si on reste enfermé dans le carcan de théories qui sont toutes prêtes, des prêtes à porter, à penser, on ne voit pas comment les situations évoluent. Quoique là, on est arrivé à un point, d'accord,
un point, c'est celui des limites du système qui a été érigé ici en 1946, le 19 mars 1946, la départementalisation, assimilation, très important, qui continue d'ailleurs, sous différentes formes, et qui marque encore les esprits de beaucoup de gens, de jeunes. J'entendais le 1er mai, à 6 h du matin, une journaliste d'une radio mainstream dire 1er mai, fête du muguet et des travailleurs. Fête du muguet en premier et des travailleurs en second. Fête du muguet. En TV, savent qui côté ni muguet qu'a planté ici, qu'a poussé. On doit arrêter. Dernièrement, je n'en connais qu'a dit ben ça, nous avons parlé des manifestations de mai, qu'a dit ben comme ça qu'avant, tenir un coup de voile, tu as fait dans l'effort. Il a dit ben voilà, nous sommes partis des forts richements et nous sommes forts fleurs de on dit fort richements. Mais on boucle Bastille, mais c'est comme ça qu'on a créé ça. Mais oui, donc richements, ça reste un détail. Donc l'assimilation est là. Et pour aller dans ce sens à ça, Maël Rastek a dit, nous avons une société qui est fracturée. Les fractures réelles, c'est-à-dire que quand on dit, il y a des gens qui vivent bien ici. Il dit tout ça. Il n'y a pas de problème de l'eau, problème d'habiter, peut-être ni problème pour déplacer, ni barrage, ni blocage et tout ça, mais il y a des gens qui vivent bien ici. Et il y a des gens qui ont les moyens de sortir en dehors pour vivre bien ici, selon le plan AYO. D'accord? Parce que nous avons parlé des affaires à autonomie alimentaire. Nous avons parlé d'autonomie alimentaire. Mais tous les jours, ni Burger King, ni frites, McDo qui a ouvert dans toute zone commerciale. À qui nous avons développé. Donc, on croit qu'il faut nous arriver à dire que le système là, ça, qui a existé depuis 1946, bon, ben, il arrive en bouteille, il faut nous passer en d'autres bitailles. En d'autres bitailles, c'est qu'il faut nous la main en les pays. Nous pas nous la main. Juste un exemple, il faut être très, très concret des fois pour nous discuter. Songez que là, il vient faire les communautés de communes, président du conseil régional qui était à l'époque, qui était peut-être Bémaro, si un patron primaire, à Chalus, lui, il était d'accord pour en communauté qu'a liané les trois communes qui sont dans la même souveline là. Ça avait Petit-Bourg, Bémaro et Lamentin. Qu'est-ce qui passait? Le préfet a dit non. Il dit non. Il dit non, c'est cap excellence. Il faut enjamber Bongaba pour aller joindre. Il faut enjamber Bongaba pour aller joindre La Pointe et Zabim. Donc la Guadeloupe pas dirigée. Il n'est pas dirigé politiquement. Il est géré par des fonctionnaires de l'État français. Et c'est là le problème. Là. Nous pas ni l'en main. Donc le problème là, c'est qu'il faut nous arriver, jeudi jour, à dire que nous allons rentrer dans d'autres moments historiques, nous besoin ni l'en main en pays à nous. Alors pour ça, il faut nous définir qui forme nous cabane là ça on est là qui gens nous a progressivement à dans maîtrise à destin en nous et maîtrise et construction à avenir en nous. C'est qu'on donne beaucoup comptage que nous organisons. Juste un mot. Si vous allez aux élections législatives, au deuxième tour, vous faites quoi? Si vous n'êtes pas élu au premier tour, en un mot. Bon. Absorption. Pas de réponse. Pas de réponse. Non, on répondra après les élections, bien entendu. Eric, pareil, même question. Non, mais si en cas de deuxième tour. Non, mais pourquoi il faut gagner? Non, mais si un il y a qu'à gagner. Pour ça, c'est un parce qu'il y a qu'à mettre les moyens pour gagner. Non, mais qui genre, ou peut dire moins, qu'à dans la troisième circonscription, après ça, il fait au premier tour. Là, nous, où bah, parti à Marine Le Pen en puissance. Donc, mais je redis, j'ai annoncé, on dit peut-être un caille. Ça compliqué, Nadège dit ça. Il y a un certain nombre de conditions pour faire, demain ou après demain, en qui confirmer un caille ou pas caille. Mais si un caille aux élections législatives, un pareil pour en jouer. Et on a toujours dit, dernière élection en PED, c'est élection régionale. Bien, c'est noté. Si dit deuxième tour, si vous au deuxième tour, quelle disposition qu'on compare dans la troisième circonscription là? Donc on voter pour Mathias pour bon. Non, je vais répondre clairement. Nous pouvons crier à voter pour un candidat qui est défenseur de l'ordre bourgeois, l'ordre capitaliste, de l'extrême droite à la gauche. Si c'est vous, nous pouvons discuter. Mais en tout cas, nous pouvons crier à voter. Je ne crois qu'il y a une bonne élection, non? Bon, merci, mesdames, messieurs. Très gentil quand on dit que c'est un premier petit bout comptage nous fait. Nous faisons notre peut-être après élection là.
là pour savoir exactement qui j'en ai encore ça. Et puis, ni d'autres problèmes, effectivement, pour l'autonomie alimentaire, c'est vraiment un gros problème. 13h30, nous, à bout. Tout à l'heure, on reçoit Barbara Montpierre, qui est déjà là, qui nous attend depuis 12h45. La pauvre, mais il paye moins. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est déjà 13h35 et Barbara Montpierre est là depuis 12h45. La pauvre, elle nous attendait pour le débat, mais elle est restée là, même annulée ce qu'elle devait faire. Bonjour Barbara. Bonjour mon cher Danick. Et par une démarche d'amour envers toi et de bienveillance, je te pardonne. Je te renvoie tout l'amour que tu me donnes, pas ni bon problème. Merci. Et tout de suite, on va démarrer avec ta chronique. Ça va être bienveillant. Toutes circonstances génériques. C'est parti. Depuis la dernière fois, j'essaie de vaincre l'isolement. J'essaie, c'est pas évident, mais enfin, bon, allez. Alors, comment faire pour être bienveillant en toutes circonstances? Ton cas aujourd'hui est particulier. Alors, mon cas est particulier et j'ai envie de faire un petit clin d'œil aux téléspectateurs. Bon, alors merci de votre bienveillance aujourd'hui, puisque c'est là que j'interviens un peu plus tard dans le timing, mais je suis sûre que le débat a été apprécié compte tenu de l'actualité qui est chargée. Oui. Et on sait à quel point ça serait aussi, et c'est important, de pouvoir communiquer dans une démarche bienveillante, positive, voilà, dans ce sujet, exactement, dans des sujets qui sont aussi sensibles pour la Guadeloupe. Donc je salue toutes les personnes qui ont participé dans le cadre de ce débat et tous ceux qui sont sous les feux de la rampe en ce moment, sur le sujet politique de la Guadeloupe notamment, hein, plus focus. Et petit coucou, contente de revenir, contente d'être là sur un sujet qui me tient à cœur. Et Danick, tu essaies de lutter contre l'isolement ou la solitude? Les deux. Les deux. Ça, c'est un vrai sujet. Oui. Peut-être un autre sujet de débat. J'ai comme l'impression que ça va être un sujet de débat. Pourquoi Danick lutte contre la solitude et l'isolement? Avec un tel sourire en plus, mon Dieu. Non, parce qu'il est bienveillant avec lui-même. Ah, oh là là, magnifique. Eh bien, tu vois, donc, vraiment merci pour ça. C'est un mot qu'on utilise beaucoup. Hein. Exactement, c'est un mot qu'on utilise beaucoup et qui, pour certains, c'est plus facile, puisque en fonction de la mentalité, du caractère aussi de chacun, mais ça peut être plus simple, plus aisé de pouvoir aller vers l'autre quand on est plutôt extraverti, de pouvoir diffuser de l'amour, et j'en diffuse encore aujourd'hui, je vous en donne, tu sais à quel point c'est important pour moi, mais ça peut être aussi un sujet de peur, de frayeur chez certains qui n'ont peut-être pas cette capacité, cette aisance, soit parce qu'ils sont introvertis ou tout simplement timides, réservés, ou même plus loin, quand ils souffrent de maux, de blessures, de situations difficiles qu'ils ont pu vivre. Et puis, j'ai envie de parler d'un sujet dont j'avais parlé il y a plusieurs années en arrière, et je vais revenir dessus sur le fait plaisir, par rapport à notre société aussi antillaise. Et le savoir dire non. N'est-ce pas? Savoir du non. Et je crois même d'ailleurs que Iman a parlé dans une récente chronique de ce sujet-là aussi, de l'importance de savoir dire non. Hein, tout à fait. Tout à fait. À quel point c'est important. Essentiel, n'est-ce pas? Et Danick, comment on fait d'ailleurs d'habitude? Ce que je propose, c'est qu'on puisse voir la définition de bienveillance. Tout ça qu'on utilise. Voilà. Voyons. Donc, comme d'habitude, j'ai pris le Larousse. On va le voir en image. Alors, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Interroger à des candidats avec bienveillance. Voilà, tu vois ça? C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah ben, tu vois comment le rendez-vous était programmé? Voilà, donc synonyme, bonté, cordialité, etc., faveur, gentillesse. Et c'est vrai que là, on voit qu'il s'agit d'une disposition aussi, on le dit, une disposition qui sera particulière, mais ça demande justement une certaine aptitude. Pour aller plus loin, j'ai pris une définition aussi psychologique. Donc, c'est une disposition affective qui emmène une personne à veiller avec égard et humanité
au bien-être d'une autre personne. D'accord. Donc là, je l'ai pris sur Graines de Paix, donc sur Internet. J'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ce mot disposition et affective. Donc, ce qui donne en disposition, c'est que je me mets dans une dynamique, hein, mais l'affectif, on va parler aussi évidemment de toute la partie émotionnelle qui va être importante. C'est surtout ça, oui. C'est surtout ça, et là où il peut y avoir un frein, Danick, eh c'est quand justement j'ai vécu des choses qui sont difficiles, ou quand les gens, par exemple, ont été trop loin avec moi, je vais estimer ça, et que je n'aurais pas réagi avant. Qu'est-ce qui va se passer? Chaud pour chaud. En qui colère, en qui dit bêtise. Je donne un exemple fort, hein, mais c'est vrai que dans ces moments-là, ça peut justement dériver. Or, la bienveillance, quand on en parle souvent, on en parle pour les autres, n'est-ce pas? Voilà, sauf que comment je peux être bienveillant envers les autres si je n'arrive pas à m'écouter, moi, premièrement? C'est le tout, c'est ça. Ça. Et donc, c'est un grand sujet, exactement. Oui. C'est une aptitude qui demande une certaine déjà écoute de soi. Donc, ce que je vais déjà premièrement dire, c'est d'arriver à être à l'écoute de soi. C'est facile à dire. On dit ça souvent, n'est-ce pas? Oui. Sauf que c'est pas évident. Alors, il y a plusieurs choses. On va voir quelques causes qui peuvent nous empêcher. Développer ça un peu pour qu'on comprenne. Oui. Exactement. On va le voir tout de suite. Quelles sont les causes qui peuvent m'empêcher finalement de manquer de bienveillance envers moi-même et finalement envers les autres? Eh bien, ça va être les blessures et manques de l'enfance. Les différents manques que j'aurais connus, sans donner de détails, mais par exemple, papa ou maman absent, en fonction de ce qui a pu se passer, de l'affection dont j'ai pu manquer plus jeune enfant depuis l'enfance, les blessures de l'âme, le rejet, l'abandon, les croyances qui vont me limiter, qui se sont construites au fur et à mesure par rapport à l'influence de mon environnement, les expériences néfastes. Donc, si j'ai connu des schémas qui se sont répétés, qui ont été négatifs avec des personnes à qui j'ai donné, j'ai fait plaisir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retenir tout ça, je vais retenir le mal qu'on m'a fait. Et du coup, ça me mettra dans une dynamique qui va me freiner dans cette démarche de bienveillante. Et puis, les messages contraignants dont je parlais, donc notamment les drivers. Hein. Donc, drivers, ce sont les messages justement qu'on a entendus depuis l'enfance ou qu'on a construits par rapport à notre cercle familial, éducatif, à la maison, à l'école, des schémas, en fait, ces fameux messages qui vont se répéter dans ma tête. Je dois faire plaisir. Je dois faire passer l'autre en priorité. Il faut que je sois là pour l'autre. C'est un exemple que je donne comme ça qui sera fort, mais ces messages contraignants là, appelés donc les drivers, avec le focus sur le fait plaisir, eh bien, ça me poussera automatiquement à faire passer l'autre avant moi. Alors, une fois qu'on a identifié tout ça, comment faire alors? Eh bien, alors, juste pour terminer, quand même, on va voir justement ce qu'on va faire. Ce que ça va engendrer, en fait, c'est le manque de confiance et le manque d'estime de moi. Automatiquement, toutes ces choses-là, ça va m'emmener dans une image dégradée de moi-même. Tu vois, donc ça, c'est important quand même de l'identifier. Une fois que j'ai identifié ces points-là, ça peut faire mal, hein, puisque ce sera chargé d'émotions. C'est important de prendre le temps d'accepter la situation, d'accueillir mes émotions et d'accepter justement les messages que les émotions vont m'apporter de façon à mieux aussi réagir pour la suite. Et c'est ce que je propose tout de suite pour répondre à ta question, Danick, c'est de voir en quelques points comment on peut faire pour y arriver, hein, pour parvenir justement en action à pouvoir faire preuve de plus de bienveillance. Donc, je disais, premièrement, c'est que mes émotions vont être ma boussole, évidemment. Les émotions, on a dit que c'est psycho-physio-biologique. Ça se passe vraiment de manière naturelle, c'est automatique. C'est associé à des messages, à une situation qui m'aura déplu ou quelque chose qui m'aura fait mal ou même du bien, hein, puisque les émotions sont là pour nous alerter, donner une information. Eh bien, les émotions seront ma boussole pour me dire, eh bien, là, je peux y aller. Là, je ne peux pas. Poser cette fameuse question des limites en écoutant mes émotions. Et puis, ensuite, être à mon écoute. Mais ça parle aussi de ce qu'on a dit juste avant avec les émotions. Je m'écoute. Je m'écoute pour savoir ce dont j'ai besoin. Je m'écoute pour pouvoir être attentif aussi à ce que je peux donner. Savoir si ma bouteille d'huile, j'aime bien prendre cette image, si elle est remplie d'une bonne huile ou si l'huile, elle est sale, s'il faut que je fasse une vidange ou remettre des choses bonnes dedans. Et puis, je vais aller justement à la découverte de mon bonheur. Pourquoi le bonheur va être important? Plus je vais me donner du bonheur, plus, en fait, je me ferai passer en priorité, plus je vais faire monter ma confiance et mon estime de moi.
parce que je vais générer des hormones, du plaisir et du bonheur, qui vont me permettre d'avoir une meilleure dynamique, justement du carburant, pour pouvoir mieux agir avec moi-même et puis après, ensuite, avec les autres. Cela m'aidera à plus facilement dire non aux autres, pour me laisser plus de oui à moi. Le nombre de non que je dis aux autres sont le nombre de oui que je me dis à moi-même pour passer du temps pour moi. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe du coup? Je serai plus amène de pouvoir être à l'écoute des autres puisque je me serai écoutée moi-même. Je serai plus en capacité, et bien du coup, d'être dans l'empathie, d'être dans l'écoute, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la communication. Ça va être important aussi de pouvoir dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas, arriver à verbaliser. Et puis, enfin, une fois que j'arrive à faire ça, prendre un temps aussi pour ouvrir mon esprit et être à la quête du plaisir. Ça veut dire quoi? Je prends du plaisir pour moi, eh bien, j'ai plus de force pour donner aussi du plaisir aux autres. C'est nécessaire parce que nous sommes des êtres relationnels, donc nous avons besoin d'être en communauté, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ce que nous faisons. Hein. On peut avoir des situations où on se fait mal, mais encore une fois, si je soigne la communication, eh bien, j'arrive à faire les choses avec beaucoup plus de bienveillance. D'accord. Et quand même, est-ce que la bienveillance fait tomber quand même dans la dépendance? Alors, la bienveillance, si tu fais bien de parler de ça, il va y avoir des situations où, comme on a parlé du driver de faire plaisir, ou encore si je souffre de la blessure, du rejet, de l'abandon, que j'aurais tendance à me contraindre moi-même, à me forcer, parce que je me dis que c'est pour que je sois aimée, en fait, il faut que je donne, il faut que je puisse... Tout de suite, j'aurai cet élan à donner ce qu'on ne m'a même pas demandé, si tu veux. Je donne une image forte. Oui. Eh bien, alors, ça peut nous entraîner, justement, certaines fois, dans une situation, soit de nous laisser être sous emprise, soit encore d'être dans une forme de dépendance. Mais ça, ce n'est pas forcément lié à la bienveillance. C'est lié, en fait, aux blessures et, du coup, aux souffrances que j'aurai. Tu vois? Et une fois maintenant que j'arrive à identifier que j'ai telle blessure, j'ai telle souffrance du passé, je peux me faire accompagner pour pouvoir détecter cela et m'aider à gagner en confiance et en estime de moi, regagner en fait en amour propre. Ouais. Une fois que j'ai gagné en amour propre, je serai beaucoup plus réceptif et j'arriverai en fait à pouvoir dire, ben là non, là on m'a pas respecté, là ce n'est pas du respect. Et ça me fait rebondir, attention, être bienveillant en toutes circonstances. Oui. Ça oui, ça n'implique pas de tout donner tout le temps. Exactement, mais ce n'est pas possible parce que dans la bienveillance, si tu vois depuis le début, quand on parle de la bienveillance envers soi et la bienveillance envers les autres. Oui. Ce qui implique que certaines fois, quand je vais donner, c'est important de donner inconditionnellement, je vais y arriver, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre en retour. Par contre, je vais savoir donner avec mesure. Je ne vais pas donner à une personne qui passe son temps à me manquer de respect. Si je m'estime, si j'ai gagné en confiance en estime, je saurais voir que là, j'ai une alerte. Cette personne ne me respecte pas, elle ne respecte pas mon travail, ni ce que je donne, quel que soit le domaine familial ou autre, au travail. Là, je vais arrêter. Donc, quand je ferai ça, je fais preuve de bienveillance envers moi-même, mais aussi pour l'autre, je vais gagner en valeur parce que je saurais mettre un stop à la personne qui est en face de moi pour qu'elle apprenne à me respecter. Oui. Alors, c'est la petite quick list en général à la fin. C'est ça. Donc, la quick list, si je reprends, premièrement, mes émotions vont être ma boussole. Être à l'écoute de mes émotions pour me dire, ben là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, ça va pas. Là, je peux aller, là, je vais pas y aller. Ne pas se laisser forcer par les messages contraignants qui viennent. Les messages contraignants vont venir tout de suite. Ils vont me dire, fais ci. Non. Je prends un temps de silence et je vois si je suis OK avec la décision que je vais prendre. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je prends aussi du temps pour moi, pour m'écouter, pour cultiver mon plaisir, aller à la recherche de mon bonheur. Qu'est-ce qui, pour moi, va me rendre heureux, pour être bienveillant envers moi. Et puis, j'ouvre mon esprit. C'est-à-dire quoi? Eh bien, quand je dis ouvrir l'esprit, je m'ouvre vers aussi d'autres rencontres. Okay. Je fais des pas aussi vers l'autre. Mais tout ça, ça demandera à ce que ma bouteille soit bien remplie d'une bonne huile, remplie d'amour, remplie de bonnes choses envers moi-même, à commencer par cette bienveillance pour pouvoir la communiquer à autrui. Voilà, Danick. Voilà, c'était vraiment un bon petit coup sur la bienveillance. J'espère que vous avez bien retenu tout ça. Vous verrez la suite, bien sûr, sur le Facebook de Barbara. Vraiment, qu'on remercie.
Tout à fait. Et merci juste... pour ta bienveillance d'avoir attendu aussi longtemps. Avec plaisir. Le débat qu'on a interrogé les gens avec bienveillance. Voilà, il est 13h49. Rapidement, le reste de l'actualité avec Iman News en toute vitesse et en bienveillance. En toute bienveillance, il va me rester très peu de temps pour aborder le sujet de la distinction de Fred D. Fred Négrite, pas Fred. Oui, tu penses à des. Non, c'est pas ça. Fred Négrite. Tu reviens de Pointe-Noire. Je sais pas. Elle n'a pas compris. Bon. Non, je n'ai pas compris. Ça avant Pointe-Noire. Ok, d'accord. Négrite, donc premier Guadeloupéen à recevoir le Padma Shri, donc qui est une distinction qui permet à certaines personnes d'être distinguées dans certains domaines, que ce soit l'art, l'éducation, l'industrie, la littérature, etc. Donc Fred a été distingué. On va voir un reportage de Greg Laps. Il a eu une haute distinction au niveau donc, de l'Inde. C'est pratiquement l'équivalent de la Légion d'honneur au niveau français. Donc un Guadeloupéen qui reçoit cette distinction en Inde et pour les travaux qu'il a effectués pour promouvoir la culture indienne, pour promouvoir les différentes langues, qu'il s'agisse de l'hindi ou du tamoul. Nous sommes un peuple pluriel. Nous sommes des afro-descendants, des indo-descendants. Donc il est normal que toutes les cultures, toutes les composantes de la Guadeloupe soient promotionnées. Déjà se faire honorer à l'international, disons, au niveau de l'Inde, c'est exceptionnel, hein? Bon. Mais ça ne suffit pas tout à fait. Être honoré par les siens chez soi en Guadeloupe, cela vous comble totalement, si vous le voulez. Et là, maintenant, je peux dire que tout est accompli. J'ai senti le poids de la responsabilité qui était sur moi. Je n'étais pas simplement un petit récipiendaire comme ça. Je représentais tout un pays, la Guadeloupe, et je ne devais pas, disons, décevoir mon pays. Hein. Au-delà de cet hommage, on va pouvoir l'accompagner pour continuer donc, ces travaux. Nous avons beaucoup de projets dans cet aspect mémoriel de préservation donc, du patrimoine. J'ai eu l'occasion de le dire, le cimetière donc, de Sainte-Marguerite pour la communauté afro-descendante. Également, on va prolonger sur le musée de Gare-Claire, on sait qu'il est consacré à tout ce qui est amérindien. Et sous Saint-François, nous allons faire l'acquisition de 3 hectares de terre qui seront consacrés également à la mémoire de la communauté indo-guadeloupéenne, en plus donc de fêter ses 170 ans. C'est peut-être aussi un signal que l'Inde reconnaît quelque peu l'existence de cette culture indienne quelque part dans la Caraïbe, en Guadeloupe. Cela nous donne une certaine fierté aussi. Ça part, si. Oui, on va parler maintenant de la signature de la convention entre l'ADOM et l'Union maritime et portuaire de France. Donc, un reportage de Maurice Cessé. L'ADOM qui poursuit des signatures de convention, nous nous trouvons au ministère des Outre-mer où une signature vient d'être faite avec l'Union maritime et portuaire de France, avec moi Saïd Ahmada, le président directeur général de l'ADOM. Alors, quel est le sens de cette convention? C'est une nouvelle convention de plus. C'est une convention de plus, mais ce n'est pas n'importe quelle convention. Parce que c'est une convention que l'ADOM signe avec l'ensemble des métiers maritimes que l'on a dans les territoires d'outre-mer. Et on sait ô combien dans les territoires d'outre-mer, les ports, la mer, les métiers maritimes sont stratégiques. Sans les ports, les territoires ont beaucoup de mal quand même à fonctionner, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et on sent à chaque fois qu'il y a des problématiques dans le port, l'impact que ça a au sein de la population et au sein de l'activité économique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les ports, les métiers maritimes ont des besoins en formation, ont des besoins d'emploi, ont des besoins en compétences qui ne sont malheureusement pas pourvus au niveau local pour plusieurs raisons. Il y en a principalement 2. La première, c'est que souvent on ne sait pas ce qui se passe dans les ports, on ne sait pas qu'il y a des métiers dans les ports, donc il y a de la communication. Il faut surtout faire connaître ces métiers-là. Et il faut que celles et ceux qui peuvent postuler à ces métiers s'y intéressent et qu'on les amène vers ces métiers. Et ensuite, il y a un problème de compétences et de formation. Et là, l'ADOM intervient pour faire en sorte que ces personnes-là puissent être formées au métier du maritime,
puissent être formés aux métiers de demain, parce que ce sont des métiers de demain extrêmement techniques aujourd'hui, et pour lesquels, à mon sens, les ultramarins ont de vraies compétences, mais il faut évidemment les amener, les former, et puis faire en sorte qu'ils soient employés dans les différents ports. Avec moi, Jean-Claude Saramjam, qui est le président de l'Union maritime et portuaire de France, qui vient de signer cette importante convention avec la DOM. Alors, monsieur Jean-Claude Saramjam, quel est le sens de cette convention et qu'est-ce que ça peut apporter pour nos jeunes ultramarins? Eh bien, j'espère que cette convention va leur permettre d'accéder à des postes dans le monde maritime ultramarin grâce aux formations que nous pourrons organiser. Quand je dis nous, c'est plutôt la DOM qui les aidera à trouver les bons vecteurs pour réaliser cette opération. Donc, l'idée de base, c'est vraiment de recueillir les besoins des entreprises, recueillir les désirs des demandeurs d'emploi ou des jeunes en général, ou moins jeunes d'ailleurs, et afin d'agglomérer, si je puis dire, les deux, et de trouver les secteurs de formation et les lieux de formation qui conviendront. Voilà, eh bien, c'est la fin du ZCL de ce lundi. On est lundi, c'est ça? Non, on est mardi. On est mardi. Et donc, on va dire ça avec bienveillance. Bon, alors, depuis ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis ce midi, on a reçu Sidi Esdras, Georges Combé, Éric Oriolan et Nadège Montour pour un beau cantage sur la crise politique en France et les conséquences pour la Guadeloupe. Ils ont donné leur point de vue. Si vous avez tout raté, allez sur le Facebook de Canal 10 ou de ZCL.tv. Vous pourrez revoir ce qui a été dit. Barbara est venue nous parler avec retard. C'est de notre faute. On s'en excuse de la bienveillance en tout temps. Elle a assuré, c'est intéressant aussi. Si vous avez raté le début, vous devez retrouver ça sur le Facebook de Barbara ou du ZCL ou de Canal. Et c'était vraiment très intéressant. Sinon, l'actualité, il me rend sur le focus quand même. Il faut que je sois un petit mot pour le focus. L'actualité, c'est Iman et on revient rapidement sur le focus avant de se quitter. Oui, au niveau de l'actualité, donc on a développé le sujet de la conférence concernant les organisations patriotiques, autonomistes, indépendantistes qui a eu lieu au centre Eminasuta hier. On a aussi évoqué la distinction de Fred Nigrit, premier Guadeloupéen à recevoir le Padma Shri, donc une reconnaissance particulière pour son travail. Et on a développé le sujet de la signature de la convention entre l'ADOM et l'Union maritime et portuaire de France. Voilà. Voilà, et le focus du jour, c'était un petit mot, une petite parole, un tout petit parole. Je ne sais pas si on l'a reçu. Oui, on l'a reçu. Batchat. Là, il voudrait moins, il batchat. À ma vue, il a perdu l'honneur, il s'est retrouvé à des... Qu'est-ce que je raconte à point il a un point mort. Enfin bref, là, il voudrait moins, il batchat, ça veut dire il bat derrière, il pète filaille complètement, ce qui m'arrive dans ce moment. Oui, un peu comme Iman. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi, puisque demain, en direct, vous serez en direct du congrès. Le fameux congrès qui devait avoir lieu, qui n'a pas lieu, qui a lieu. Enfin bref, ce que vous voyez. Ouais. Et Canal 10 sera en direct avec d'autres médias. Et nous, on se retrouve jeudi à partir de 12h30 pour une autre série de ZCL News. Ciao, bye bye. Bon appétit.